Bonjour, on se retrouve pour le chapitre 6 de l'Esprit des lois de Montesquieu, chapitre 6 du livre 6, intitulé « Que dans la monarchie, les ministres ne doivent pas juger ». C'est encore un grand inconvénient dans la monarchie que les ministres du prince jugent eux-mêmes les affaires contentieuses. Nous voyons encore aujourd'hui des États où il y a des juges sans nombre pour décider les affaires fiscales et où les ministres, qui le croiraient, veulent encore les juger. Les réflexions viennent en foule. Je ne ferai que celle-ci. Il y a, par la nature des choses, une espèce de contradiction entre le conseil du monarque et ses tribunaux. Le conseil des rois doit être composé de peu de personnes et les tribunaux de judicature en demandent beaucoup. La raison en est que, dans le premier, on doit prendre les affaires avec une certaine passion et les suivre d'eux-mêmes, ce qu'on ne peut guère espérer que de 4 ou 5 hommes qui en font leur affaire. Il faut au contraire des tribunaux de judicature de sang-froid et à qui toutes les affaires soient en quelque façon indifférentes. Chapitre 7 du magistrat unique. Un tel magistrat ne peut avoir lieu que dans le gouvernement despotique. On voit, dans l'histoire romaine, à quel point un juge unique peut abuser de son pouvoir. Comment Appius, sur son tribunal, n'aurait-il pas méprisé la loi puisqu'il viola même celle qu'il avait faite ? Tite-Live nous apprend l'inique distinction du décemvir. Il avait aposté un homme qui réclamait devant lui Virginie comme son esclave. Les parents de Virginie lui demandèrent qu'en vertu de sa loi, on la leur remit jusqu'au jugement définitif. Il déclara que sa loi n'avait été faite qu'en faveur du père et que Virginius étant absent, elle ne pouvait avoir d'application. Chapitre 8. Des accusations dans les divers gouvernements. À Rome, il était permis à un citoyen d'en accuser un autre. Cela était établi selon l'esprit de la République, où chaque citoyen doit avoir pour le bien public un zèle sans borne, où chaque citoyen est censé tenir tous les droits de la patrie dans ses mains. On survit, sous les empereurs, les maximes de la République. On suivit sous les empereurs les maximes de la République. Et d'abord, on vit paraître un genre d'hommes funestes, une troupe de délateurs. Quiconque avait bien des vices et bien des talents, une âme bien basse et un esprit ambitieux, cherchait un criminel dont la condamnation pût plaire au prince. C'était la voie pour aller aux honneurs et à la fortune, chose que nous ne voyons point parmi nous. Nous avons aujourd'hui une loi admirable. C'est celle qui veut que le prince, établi pour faire exécuter les lois, prépose un officier dans chaque tribunal pour poursuivre, en son nom, tous les crimes. Et si ce vengeur public était soupçonné d'abuser de son ministère, on l'obligerait de nommer son dénonciateur. Dans les lois de Platon, ceux qui négligent d'avertir les magistrats ou de leur donner du secours doivent être punis. Cela ne conviendrait point aujourd'hui. La partie publique veille pour les citoyens, elle agit et ils sont tranquilles. Chapitre 9 de la sévérité des peines dans les divers gouvernements. La sévérité des peines convient mieux au gouvernement despotique, dont le principe est la terreur, qu'à la monarchie et à la République qui ont pour ressort l'honneur et la vertu. Dans les États modérés, l'amour de la patrie, la honte et la crainte du blâme sont des motifs réprimants qui peuvent arrêter bien des crimes. La plus grande peine d'une mauvaise action sera d'en être convaincu. Les lois civiles y corrigeront donc plus aisément et n'auront pas besoin de tant de force. Dans ces États, un bon législateur s'attachera moins à punir les crimes qu'à les prévenir. Il s'appliquera plus à donner des mœurs qu'à infliger des supplices. C'est une remarque perpétuelle des auteurs chinois que
plus dans leur empire on voyait augmenter les supplices, plus la révolution était prochaine. C'est qu'on augmentait les supplices à mesure qu'on manquait de mœurs. Il serait aisé de prouver que dans tous les États d'Europe, les peines ont diminué ou augmenté à mesure qu'on s'est plus approché ou plus éloigné de la liberté. Dans les pays despotiques, on est si malheureux que l'on y craint plus la mort qu'on ne regrette la vie. Les supplices, ils doivent donc être plus rigoureux. Dans les États modérés, on craint plus de perdre la vie que l'on redoute la mort en elle-même. Les supplices qui ôtent simplement la vie, y sont donc suffisants. Les hommes extrêmement heureux et les hommes extrêmement malheureux sont également portés à la dureté. Témoins les moines et les conquérants. Il n'y a que la médiocrité et le mélange de la bonne et de la mauvaise fortune qui donnent de la douceur et de la pitié. Ce que l'on voit dans les hommes en particulier se trouve dans les diverses nations. Chez les peuples sauvages, qui mènent une vie très dure, et où il n'y a qu'un homme exorbitamment favorisé de la fortune, tandis que tout le reste en est outragé, on est également cruel. La douceur règne dans les gouvernements modérés. Lorsque nous lisons dans les histoires les exemples de la justice atroce des sultans, nous sentons avec une espèce de douleur les maux de la nature humaine. Dans les gouvernements modérés, tout, pour un bon législateur, peut servir à former des peines. N'est-il pas bien extraordinaire qu'à Sparte, une des principales fut de ne pouvoir prêter sa femme à un autre, ni recevoir celle d'un autre, de n'être jamais dans sa maison qu'avec des vierges? En un mot, tout ce que la loi appelle une peine est effectivement une peine. Chapitre 10 des anciennes lois françaises. C'est bien dans les anciennes lois françaises que l'on trouve l'esprit de la monarchie. Dans les cas où il s'agit de peines pécuniaires, les non-nobles sont moins punis que les nobles. C'est tout le contraire dans les crimes. Le noble perd l'honneur et répond sans cour, pendant que le vilain, qui n'a point d'honneur, est puni en son corps. Chapitre 11. Que lorsqu'un peuple est vertueux, il faut peu de peine. Le peuple romain avait de la probité. Cette probité eut tant de force que souvent le législateur n'eut besoin que de lui montrer le bien pour le lui faire suivre. Il semblait qu'au lieu d'ordonnances, il suffisait de lui donner des conseils. Les peines des lois royales et celles des lois des 12 tables furent presque toutes ôtées dans la République, soit par une suite de la loi valérienne, soit par une conséquence de la loi Porcie. On ne remarqua pas que la République en fut plus mal réglée et il n'en résulta aucune lésion de police. Cette loi valérienne, qui défendait aux magistrats toute voie de fait contre un citoyen qui avait appelé au peuple, n'infligeait à celui qui y contrevenait que la peine d'être réputé méchant. Chapitre 12 de la puissance des peines. L'expérience a fait remarquer que dans les pays où les peines sont douces, l'esprit du citoyen en est frappé, comme il l'est ailleurs, par les grandes. Quelque inconvénient se fait-il sentir dans un État? Un gouvernement violent veut soudain le corriger. Et au lieu de songer à faire exécuter les anciennes lois, on établit une peine cruelle qui arrête le mal sur le champ. Mais on use le ressort du gouvernement. L'imagination se fait à cette grande peine, comme elle s'était faite à la moindre, et comme on diminue la crainte pour celle-ci, l'on est bientôt forcé d'établir l'autre dans tous les cas. Les vols sur les grands chemins étaient communs dans quelques États. On voulut les arrêter, on inventa le supplice de la roue, qui les suspendit pendant quelque temps. Depuis ce temps, on a volé comme auparavant sur les grands chemins. De nos jours, la désertion fut très fréquente. On établit la peine de mort contre les déserteurs. Et la désertion n'est pas diminuée. La raison en est bien naturelle. Un soldat,
accoutumé tous les jours à exposer sa vie, en méprise ou se flatte d'en mépriser le danger. Il est tous les jours accoutumé à craindre la honte. Il fallait donc laisser une peine qui faisait porter une flétrissure pendant la vie. On a prétendu augmenter la peine et on l'a réellement diminuée. Il ne faut point mener les hommes par les voies extrêmes. On doit être ménager des moyens que la nature nous donne pour les conduire. Qu'on examine la cause de tous les relâchements, on verra qu'elle vient de l'impunité des crimes et non pas de la modération des peines. Suivons la nature, qui a donné aux hommes la honte comme leur fléau, et que la plus grande partie de la peine soit l'infamie de la souffrir. Que s'il se trouve des pays où la honte ne soit pas une suite du supplice, cela vient de la tyrannie, qui a infligé les mêmes peines aux scélérats et aux gens de bien. Et si vous en voyez d'autres où les hommes ne sont retenus que par des supplices cruels, comptez encore que cela vient en grande partie de la violence du gouvernement, qui a employé les supplices pour des fautes légères. Souvent un législateur qui veut corriger un mal ne songe qu'à cette correction, ses yeux ouverts sur cet objet et fermés sur les inconvénients. Lorsque le mal est une fois corrigé, on ne voit plus que la dureté du législateur, mais il reste un vice dans l'État que cette dureté a produit. Les esprits sont corrompus, ils se sont accoutumés au despotisme. Lysandre, ayant remporté la victoire sur les Athéniens, on jugea les prisonniers. On accusa les Athéniens d'avoir précipité tous les captifs de 2 galères et résolut en pleine assemblée de couper le poing aux prisonniers qu'ils feraient. Ils furent tous égorgés, excepté Adimante, qui s'était opposé à ce décret. Lysandre reprocha à Philoclès, avant de le faire mourir, qu'il avait dépravé les esprits et fait des leçons de cruauté à toute la Grèce. Les Argiens, dit Plutarque, ayant fait mourir 1500 de leurs citoyens, les Athéniens firent apporter les sacrifices d'expiation, afin qu'il plût aux dieux de détourner du cœur des Athéniens une si cruelle pensée. Il y a 2 genres de corruption, l'un lorsque le peuple n'observe point les lois, l'autre lorsqu'il est corrompu par les lois, mal incurable parce qu'il est dans le remède même. Chapitre 13. Impuissance des lois japonaises. Les peines outrées peuvent corrompre le despotisme même. Jetons les yeux sur le Japon. On y punit de mort presque tous les crimes, parce que la désobéissance à un si grand empereur que celui du Japon est un crime énorme. Il n'est pas question de corriger le coupable, mais de venger le prince. Ces idées sont tirées de la servitude et viennent surtout de ce que l'empereur étant propriétaire de tous les biens, presque tous les crimes se font directement contre ses intérêts. On punit de mort les mensonges qui se font devant les magistrats, chose contraire à la défense naturelle. Ce qui n'a point l'apparence d'un crime est là sévèrement puni. Par exemple, un homme qui hasarde de l'argent au jeu est puni de mort. Il est vrai que le caractère étonnant de ce peuple opiniâtre, capricieux, déterminé, bizarre et qui brave tous les périls et tous les malheurs, semble à la première vue absoudre ces législateurs de l'atrocité de leurs lois. Mais des gens qui naturellement méprisent la mort et qui s'ouvrent dans le ventre pour la moindre fantaisie, sont-ils corrigés ou arrêtés par la vue continuelle des supplices? Et ne s'y familiarisent-ils pas? Les relations nous disent au sujet de l'éducation des Japonais qu'il faut traiter les enfants avec douceur, parce qu'ils s'obstinent contre les peines, que les esclaves ne doivent être trop rudement traités parce qu'ils se mettent d'abord en défense. Par l'esprit qui doit régner dans le gouvernement domestique, n'aurait-on pas dû juger de celui qu'on devait porter dans le gouvernement politique et civil?
Un législateur sage aurait cherché à ramener les esprits par un juste tempérament des peines et des récompenses, par des maximes de philosophie, de morale et de religion, assorties à ces caractères, par la juste application des règles de l'honneur, par le supplice de la honte, par la jouissance d'un bonheur constant et d'une douce tranquillité. Et s'il avait craint que les esprits accoutumés à n'être arrêtés que par une peine cruelle ne pussent plus l'être par une plus douce, il aurait agi d'une manière sourde et insensible. Il aurait, dans les cas particuliers les plus graciables, modéré la peine du crime jusqu'à ce qu'il eût pu parvenir à la modifier dans tous les cas. Mais le despotisme ne connaît point ses ressorts. Il ne mène pas par ses voies, il peut abuser de lui, mais c'est tout ce qu'il peut faire. Au Japon, il a fait un effort, il est devenu plus cruel que lui-même. Des âmes partout effarouchées et rendues plus atroces n'ont pu être conduites que par une atrocité plus grande. Voilà l'origine, voilà l'esprit des lois du Japon. Mais elles ont eu plus de fureur que de force. Elles ont réussi à détruire le christianisme, mais des efforts si inouïs sont une preuve de leur impuissance. Elles ont voulu établir une bonne police et leur faiblesse a paru encore mieux. Il faut lire la relation de l'entrevue de l'empereur et du dairo à Meako. Le nombre de ceux qui y furent étouffés ou tués par des garnements fut incroyable. On enleva les jeunes filles et les garçons. On les retrouvait tous les jours exposés dans des lieux publics, à des heures indues, tout nus, cousus dans des sacs de toile, afin qu'ils ne connussent pas les lieux par où ils avaient passé. On vola tout ce qu'on voulut, on fendit le ventre à des chevaux pour faire tomber ceux qui les montaient, on renversa des voitures pour dépouiller les dames. Les Hollandais, à qui l'on dit qu'ils ne pouvaient passer la nuit sur des échafauds sans être assassinés, en descendirent, etc. Je passerai vite sur un autre trait. L'empereur adonné à des plaisirs infâmes ne se mariait point. Il courait risque de mourir sans succession. Le dairo lui envoya 2 filles très belles, il en épousa une par respect, mais il n'eut aucun commerce avec elles. Sa nourrice fit chercher les plus belles femmes de l'Empire. Tout était inutile. La fille d'un armurier étonna son goût. Il se détermina. Il en eut un fils. Les dames de la cour, indignées de ce qu'il leur avait préféré une personne d'une si basse naissance, étouffèrent l'enfant. Ce crime fut caché à l'empereur. Il aurait versé un torrent de sang. L'atrocité des lois en empêche donc l'exécution. Lorsque la peine est sans mesure, on est souvent obligé de préférer l'impunité. Chapitre 14 de l'esprit du Sénat de Rome. Sous le consulat d'Acilius Glabrio et de Pison, on fit la loi Aquilia pour arrêter les brigues. Dion dit que le Sénat engagea les consuls à la proposer parce que le tribun Cornelius avait résolu de faire établir des peines terribles contre ce crime, à quoi le peuple était fort porté. Le Sénat pensait que des peines immodérées jetteraient bien la terreur dans les esprits, mais qu'elles auraient cet effet qu'on ne trouverait plus personne pour accuser ni pour condamner, au lieu qu'en proposant des peines modiques, on aurait des juges et des accusateurs. Chapitre 15 des lois des Romains à l'égard des peines. Je me trouve fort dans mes maximes lorsque j'ai pour moi les Romains, et je crois que les peines tiennent à la nature du gouvernement lorsque je vois ce grand peuple changer à cet égard de loi civile à mesure qu'il changeait de loi politique. Les lois royales, faites pour un peuple composé de fugitifs, d'esclaves et de brigands, furent très sévères. L'esprit de la République aurait demandé que les décemvirs n'eussent pas mis ces lois dans leur douce table, mais des gens qui aspiraient à la tyrannie n'avaient garde de suivre l'esprit de la République.
On va s'arrêter là pour le moment.